Les séances qui suivent porteront sur des monnaies dites complémentaires. Cela fait référence au fait qu'il existe non pas seulement une monnaie, celle qu'on utiliserait au quotidien, comme on l'a vu précédemment, mais aussi d'autres monnaies. On observe en réalité une pluralité de monnaies dans la société. Nous verrons dans cette séquence la dimension historique de la pluralité, c'est-à-dire que différents types de monnaies ont cohabité au cours de l'histoire. Chaque monnaie remplissait un rôle particulier en fonction des besoins, des utilisateurs et des contraintes. Cela nous amènera à questionner donc l'idée d'une monnaie unique, le rapport au crédit et le rôle des banques et des États. En guise de préambule, on peut poser que les formes monétaires actuelles sont situées au plan historique et du point de vue des sociétés. Nous utilisons aujourd'hui de la monnaie sous forme papier, métallique et scripturale. Il est utile de souligner le caractère daté historiquement de ces formes pour relativiser l'importance de ce que l'on utilise aujourd'hui. Les pièces, tout d'abord, elles émergent au 7e siècle avant Jésus-Christ, en Lydie, en Turquie aujourd'hui, sous la forme d'alliages d'argent et d'or. Le grand débat relatif aux pièces a longtemps été de savoir si le contenu métallique de ces pièces devait être de même valeur que la valeur des pièces. Autrement dit, s'il fallait faire coïncider le cours légal des pièces et la valeur de leur contenu métallique. Cette question était particulièrement vive en Europe à la Renaissance. Le problème sous-jacent est celui de l'inflation et de la confiance. Le débat a d'abord semblé tranché dans le sens d'une monnaie métallique dite pleine, c'est-à-dire qu'une monnaie serait pleinement monnaie si son support métallique lui fournit sa valeur. Mais au XXe siècle, c'est la position fiduciariste qui l'a emporté. Le métal ne fait que porter le moyen de paiement, il ne lui donne plus sa valeur. Cette position est conforme, à vrai dire, au rôle réel du papier et des échanges scripturaux qui dominent très largement la circulation monétaire aujourd'hui et depuis longtemps. On peut ici se remémorer l'expression de John Maynard Keynes qui a été employée dans un sens légèrement différent en 1923 lorsque, opposé à l'étalon or, il a déclaré que l'or était une relique barbare. Les pièces pour les gens du peuple ne sont pas en métal précieux. Les espèces de métal précieux, en effet, ne sont pas accessibles aux gens ordinaires. On constate des besoins différenciés d'espèces. Les gens ordinaires ont besoin de pièces de peu de valeur pour réaliser des paiements quotidiens. On voit ici une différence nette entre l'usage en paiement et l'usage en réserve de la monnaie. En conséquence, le peuple utilise historiquement des pièces de faible contenu métallique, en particulier du billon, c'est-à-dire un alliage de cuivre, d'argent et de plomb, qu'on appelle parfois des monnaies noires quand il y a très peu d'argent. Ces pièces peuvent être émises par des ateliers monétaires officiels, mais certaines sont émises en dehors de toute logique de souveraineté monétaire pour pallier des insuffisances de circulation monétaire, comme par exemple en Angleterre au XVIIIe siècle, où ces monnaies abondent. On les appelle alors des tokens, des jetons. L'histoire monétaire regorge ainsi d'épisodes d'émissions dites de nécessité ou d'urgence, parfois très sauvages, de ces pièces, de ces jetons, etc. La monnaie sous forme papier, quant à elle, émerge d'abord en Chine au 7e siècle, puis en Europe au XVIIe siècle, en Suède et en Angleterre. Elle est en réalité de deux types. Il y a d'abord une monnaie de papier convertible. Ce sont des billets, généralement émis par les banques, à partir du XVIIe siècle. Le papier est mis en circulation lors d'opérations de crédit et il est remboursable en métal précieux stocké dans les coffres de la banque. Le problème qui se pose alors est celui de la proportion minimale d'espèces à conserver par les banques pour pouvoir émettre plus de papier que d'espèces détenues sans prendre de risques inconsidérés de banqueroute. On n'évite pas toujours la banqueroute et l'histoire monétaire est pleine d'échecs à partir desquels on construit des systèmes en principe plus sûrs. Il y a un deuxième type de monnaie sous forme papier, c'est du papier monnaie inconvertible. Ce sont des billets généralement émis par les États, c'est-à-dire leur trésor, comme titres de dette publique. Ils ne sont pas remboursables en espèces, mais ils sont utilisables pour payer les impôts. Le problème qui se pose alors est celui de plafonner les émissions pour ne pas noyer la circulation monétaire sous le papier et déclencher des inflations importantes. C'est le problème clé de l'assignat dans la France révolutionnaire des années 1790. Là encore,
l'histoire monétaire est pleine de crises monétaires liées à la surémission de papier-monnaie d'État. Notons que, initialement, le papier qui circule est d'un montant élevé. Il touche peu les transactions des gens ordinaires. De plus petites coupures arrivent à partir du XIXe siècle et surtout au XXe siècle. La monnaie scripturale, quant à elle, est en fait plus ancienne. Elle est en réalité plus ancienne au sens où on dispose de traces antiques d'une comptabilité monétaire sans attester de moyens de paiement physiques. C'est aussi la plus massive aujourd'hui encore, puisque, on l'a vu, plus de 90% de la masse monétaire est aujourd'hui constituée de monnaie scripturale, c'est-à-dire d'écritures en compte. Quelles leçons tirer de ce qui précède? D'abord, des leçons sur le rapport entre la monnaie, les banques et le crédit. Ce qui précède laisse entendre que la monnaie n'est pas forcément bancaire. Les pièces métalliques sont d'abord historiquement émises par le souverain ou l'État pour régler ses dépenses ou contre un apport en métal précieux. De même, le papier n'est pas toujours bancaire, il peut être un papier d'État. Il faut donc relativiser le rôle des banques et du crédit dans la création monétaire. Ensuite, des leçons sur la monnaie du point de vue populaire ou des gens ordinaires. Les gens ordinaires utilisent une ou des monnaies qui ne correspondent pas forcément à la monnaie officielle et aux formes considérées comme nobles de la monnaie. Ils recourent aussi, historiquement et très fréquemment, à des systèmes de cumul des dettes et de compensation de ces dettes, notamment lorsque la petite monnaie fait défaut. C'est souvent ce qu'on appelle des tailles, qui consistent pour un commerçant à enregistrer des micro-dettes pour les payer plus tard. Cela existe encore aujourd'hui dans certains lieux en France. Enfin, des leçons sur les pratiques monétaires elles-mêmes. On observe dans les sociétés occidentales que beaucoup de moyens de paiement ne sont utilisés que dans des espaces, des réseaux et pour des usages restreints. Ce sont plutôt des monnaies à usage spécifique, au sens de Karl Polanyi, plutôt que des monnaies à tous usages. Au final, on peut considérer que les monnaies associatives qui émergent aujourd'hui et sur lesquelles porteront les prochaines séances de ce MOOC rencontrent certaines de ces problématiques connues de longue date. Pour conclure, si on observe historiquement et jusqu'à aujourd'hui encore une pluralité de monnaies, et non pas, comme on le croit trop souvent, une seule et même monnaie pour tous et pour tous les usages, alors il y a une question importante à traiter, que l'on examinera dans la séquence suivante. Comment ces monnaies sont-elles articulées? Est-on dans des logiques de concurrence entre elles ou au contraire des logiques de complémentarité?